Voilà, donc on est parti pour ce troisième cours en ligne, celui donc du jeudi 26 novembre. L'intitulé donc de ce cours, c'est la liaison ionique et les composés ioniques. Donc c'est le deuxième chapitre qui fait suite aux ions, à cette stabilisation en fait des atomes en devenant des ions, tant anions que cations, avec cette fameuse règle de l'octet ou du duet justifie en fait la stabilisation électronique de ces ions. Alors, donc, nous allons voir la liaison ionique et les composés ioniques. Alors, donc, dans cette vidéo, en fait, on va développer donc la liaison ionique. On va essayer de comprendre d'abord le concept de la liaison, en quoi il peut y avoir ce qu'on appelle une liaison. Entre quoi? Ben, entre des ions, hein, ça c'est un petit peu l'objectif de cette fameuse liaison ionique. Et puis montrer aussi de quelle manière finalement ces liaisons ioniques peuvent contribuer à construire et à permettre la construction donc de grands composés constitués d'ions. Nous développerons pour ce faire, nous développerons un cas particulier qui est le NaCl, le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de cuisine. Et puis ensuite, je vous lancerai sur des exercices que vous pourrez faire à la maison et on les corrigera ensuite en classe. Alors, dans le premier chapitre, en fait, on a pris du temps pour expliquer comment certains atomes, en perdant ou en gagnant des électrons, arrivaient à se stabiliser. Que ce soit les cations et les anions, si vous vous souvenez, il y avait une fameuse règle, que ce soit de l'octet ou du duet, qui justifiait en fait une stabilisation d'un atome en devenant donc un anion ou un cation. Alors, en fait, il peut y avoir d'autres manières pour les atomes de se stabiliser. Il peut y avoir des stabilisations par transfert d'électrons d'un atome à un autre. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir pourquoi. Si je prends par exemple l'exemple du sodium et du chlore, donc je suis sur la partie gauche de mon dessin. En fait, si je prends ce sodium, on a montré déjà dans le chapitre précédent que le sodium pouvait se stabiliser en perdant un électron, hein. Il se trouve dans la première famille, il a donc un électron de valence, un électron sous sa dernière couche, et en perdant cet électron, il peut se stabiliser. Bien, donc il peut perdre cet électron. Par ailleurs, il existe un autre atome, le chlore, qui lui a une autre manière de se stabiliser et il va se stabiliser en devenant un anion. Il peut lui capturer un électron et de cette manière, il obtient une structure électronique stable. Bon. Alors c'est intéressant parce que le sodium, lui, il perd un électron et le chlore a besoin de capturer un électron. Alors pourquoi est-ce que l'électron capturé par le chlore ne pourrait pas être l'électron qui est justement perdu par le sodium? Et c'est effectivement ce qui peut se passer quand on rapproche des atomes de sodium et de chlore. Il peut y avoir un transfert d'électrons. Alors si je prends ma représentation plutôt à droite donc de l'image, la représentation de Lewis, hein, vous vous souvenez que autour de chaque symbole, nous pouvons représenter un certain nombre soit de points noirs qui correspondent à des électrons libres ou alors à des lignes qui correspondent en fait à des doublets électroniques. On dit aussi des électrons appariés. Alors, cette structure de Lewis du sodium, on a juste donc un petit point puisqu'il y a un seul électron de valence et le chlore, lui, a 7 électrons sous sa dernière couche et un seul électron libre. Bon. Eh bien, si je représente ce que j'ai montré juste avant avec ce transfert d'électrons du sodium vers le chlore, mais que je le montre avec les structures de Lewis, eh bien, on comprend en fait que ce point noir, si vous voulez, cet électron va être transféré sur le chlore. Si c'est le cas, à ce moment-là, le sodium, lui, il perd son électron qui se trouvait sur sa dernière couche, il perd donc cette couche électronique. Comme il a perdu un électron, il devient donc positif. Et le chlore, lui, va capturer cet électron qui provient du sodium et va donc avoir, comme il a un électron supplémentaire maintenant sur cette dernière couche, il devient une fois négatif. Et cet électron apporté par le sodium va en fait constituer, avec l'électron libre qui était déjà présent autour du chlore sur la dernière couche, ben, constituer ce qu'on appelle un doublet électronique. On a donc du sodium positif et du chlore négatif.
Alors, le sodium positif et le chlore négatif, on en a finalement déjà beaucoup parlé, mais en quoi ces atomes et en quoi ces ions sont stabilisés de cette manière? Eh bien, simplement un petit rappel, le sodium, si vous regardez sa structure électronique, euh, la structure électronique, en fait, je parle bien du sodium qui est positif, donc le Na+, en ayant perdu son électron, il devient K2L8. K2L8 qui, d'ailleurs, est la structure électronique du néon. Structure électronique d'un gaz rare, et donc le sodium est lui aussi stabilisé en devenant Na+. Même logique pour le chlore Cl- qui, en capturant un électron, devient K2L8M8, ce qui est d'ailleurs la structure électronique de l'argon. Donc en fait, ces atomes, en devenant Na+ et Cl- se sont stabilisés en obtenant, par l'acquisition, si vous voulez, d'une structure électronique stable. Alors en fait, on est en présence de deux ions. Même s'il y a eu un transfert d'un électron d'un atome vers un autre, ces deux ions, maintenant ainsi constitués, sont à proximité l'un de l'autre. Et ils sont de signes opposés. On a du Na+ et du Cl-. Et vous avez vu que lorsque on avait des éléments qui étaient de signes opposés, une attraction de charge opposée, donc une attraction électrostatique, était possible entre ces ions. Et donc ça peut se faire exactement de cette manière ici. Le sodium positif et le chlore négatif, étant des ions de signe opposé, ils peuvent s'attirer. Alors je représente ça en rapprochant, si vous voulez, le sodium positif et le chlore négatif. Et en réalité, quand on écrit NaCl, c'est une petite simplification, parce que si je représentais la structure de Lewis, ben, je devrais dire que c'est du Na+ et du Cl- qui se sont rapprochés par une attraction électrostatique. Alors, on va définir maintenant ce qu'on appelle une liaison ionique. Ben, j'en ai en fait un petit peu parlé puisque j'ai dit qu'il y avait une attraction. Alors, de la même manière que vous auriez un aimant qui serait attiré par un autre aimant, si vous tenez ces deux aimants et que vous les rapprochez, vous allez sentir une force qui a tendance à rapprocher les deux aimants. Cette force, en fait, c'est ce qui se joue derrière dans ce qu'on appelle une liaison ionique. En rapprochant les deux aimants, on sentirait d'une certaine manière qu'un aimant est lié à un autre aimant par une force qui est justement cette force électrostatique. Eh bien, si je remplace ces deux aimants par un ion positif et un ion négatif, hein, c'est-à-dire le Na+ et le Cl-, lorsque je les rapproche, il va y avoir une attraction qui, d'une certaine manière, va permettre une liaison, un rapprochement permanent de ces deux ions. C'est ce qu'on appelle donc une liaison ionique. Ce sont deux ions qui sont attirés parce que de charges opposées. D'accord? En général, ben forcément, ça se fait entre des atomes qui ont tendance à perdre des électrons, hein, comme forcément ici le sodium. Donc ce sont les atomes donneurs d'électrons, ben, c'est de la première, de la deuxième et la troisième famille du tableau. Et c'est une liaison qui s'établit entre ces éléments qui auront tendance donc à devenir positifs et des éléments qui ont tendance à devenir négatifs, c'est-à-dire des capteurs d'électrons, donc des familles ben, 5 et 6. Alors, prenons d'autres exemples de liaisons ioniques. Donc, on vient de voir le Na+ qui était attiré par le Cl-, qui est une liaison ionique donc liée à cette attraction électrostatique. Voyons maintenant un autre exemple qui est le bromure de potassium, donc le KBr. On repart toujours de la structure de Lewis. On a le potassium qui a un seul électron libre, un seul électron sous sa dernière couche, et le brome qui lui possède 7 électrons sous sa dernière couche, mais un seul électron libre. Pour se stabiliser, le potassium a tendance à perdre un électron et à l'inverse, le brome lui a besoin de capturer un électron. Donc c'est une association qui peut se faire assez facilement et le potassium largue, libère, donne son électron au brome qui dès lors devient chargé négativement et le potassium en ayant perdu donc un électron devient positif. Donc on a ces deux ions qui sont de signes opposés qui vont donc pouvoir s'attirer, créer donc une liaison entre ions et ça va être à la base de la constitution donc du bromure de potassium. Pour le MgCl2, c'est pareil. Donc le chlorure de magnésium, on a du magnésium qui possède deux électrons sur la dernière couche et on a deux chlores.
Et chacun de ces chlores, en fait, possède 7 électrons sur la dernière couche, mais un seul électron libre. Et pour se stabiliser, le chlore a besoin de capturer à chaque fois un électron. On a deux chlores, donc, qui vont capturer les deux électrons du magnésium. Donc les trois éléments mis en jeu ici, donc le chlore de gauche, le magnésium et le chlore de droite, vont ainsi se stabiliser puisqu'ils vont devenir des anions et on a le cation magnésium. Mais en devenant Mg2+, et en devenant Cl-, eh bien des attractions électrostatiques peuvent se faire et c'est ce qui va générer donc ces fameuses liaisons, ces attractions ioniques. Et ce qui est à la base donc de ce composé qu'on verra par la suite, qui est le chlorure donc de magnésium. Alors justement, je viens rapidement de parler de composés ioniques. En fait, que sont ces composés ioniques? En fait, des composés ioniques, vous en côtoyez assez fréquemment, notamment en cuisine. Je reviens sur mon exemple de chlorure de sodium. Le sel de cuisine, c'est un composé ionique. C'est-à-dire c'est une structure qui est faite et qui est construite à partir d'ions sodium et d'ions Cl- qui se sont rapprochés par des attractions électrostatiques. Alors c'est sûr que quand on prend un peu de sel de cuisine dans la paume de la main, c'est évident qu'on n'a pas un ion sodium et un ion chlore. On a évidemment des millions et des millions d'ions qui se sont rapprochés et qui constituent en fait une espèce de structure organisée, ordonnée, ce qu'on appelle en fait des composés ioniques. D'accord? Donc quand on dit par exemple qu'on a un composé ionique NaCl, ça paraît assez évident, simple de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul Na+ et un seul Cl-, mais c'est la base de la constitution, si vous allez voir, de la structure du composé qu'on a, dans ce cas-ci, dans la paume de la main. Donc, en fait, en se rapprochant, rentrons dans le vif du sujet, en se rapprochant, les ions Na+ et Cl-, en fait, vont effectuer un travail. Donc, il y a des forces qui sont en jeu, il y a un déplacement qui se fait l'un vers l'autre, et d'une certaine manière, ça va demander une certaine énergie. Ce rapprochement ionique, lié donc à cette attraction électrostatique, va demander une certaine quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie, c'est une énergie qui est perdue par les ions. Donc les ions qui sont attirés, donc non pas des ions qui sont séparés, mais des ions qui sont rentrés dans cette attraction électrostatique, possèdent donc moins d'énergie puisqu'ils ont effectué un travail pour se rapprocher, et ils possèdent donc moins d'énergie que s'ils étaient à l'état isolé et bien séparés les uns des autres. Donc on peut clairement dire que deux ions attirés sont plus stables puisqu'ils possèdent moins d'énergie que deux ions séparés. Il y a donc un intérêt pour ces ions à subir d'une certaine manière cette attraction électrostatique plutôt que de rester isolés et chacun dans son coin. Alors on peut aller même plus loin, on imagine un ion Na+ et un ion Cl- qui se rapprochent, et donc imaginons que un ion sodium et un ion Cl- soient finalement en interaction avec d'autres ions Na+ et d'autres ions Cl-. On pourrait alors imaginer que les ions Na+ et Cl- en fait rentrent en interaction avec d'autres ions Na+ et Cl-, ce qui va générer des structures, en fait, une espèce d'assemblage de plusieurs ions. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attraction électrostatique entre deux ions, chaque ion perd une certaine quantité d'énergie, donc il se stabilise. Mais si chaque ion qui vient de s'attirer et qui vient de perdre une quantité d'énergie rentre de nouveau en interaction électrostatique avec d'autres ions du voisinage, eh bien ils vont perdre encore plus d'énergie. Et donc, il va y avoir une augmentation de la stabilisation de ces ions en essayant d'être attiré au maximum par un nombre plus important d'ions. Donc toujours dans cette quête de stabilité, il y a d'une certaine manière un intérêt pour ces ions de se rapprocher d'autres ions de signes opposés par cette fameuse attraction électrostatique. Eh bien en fait, un composé ionique résulte de ces forces-là. C'est que comme on a plusieurs ions qui s'attirent les uns les autres, on peut imaginer que ça va générer une espèce de grande structure constitués donc d'ions attirés et stabilisés, c'est ces fameux donc composés ioniques. Et ces composés ioniques, on les appelle aussi des cristaux ioniques, et vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors,
un, un assemblage ionique. Donc je parle d'un assemblage ionique, ça veut dire des ions Na+ et Cl- qui s'attirent. Bon, alors ça ne se fait pas de manière désordonnée, et jamais. Ça ne se fait pas de manière désordonnée parce que on imagine toutes les boules vertes que vous avez représentées sur l'image du milieu. Les boules vertes représentent des ions chlorure Cl-. Et ion d'ailleurs qui est beaucoup plus imposant, beaucoup plus massif qu'un ion de sodium Na+. Raison pour laquelle la boule verte est beaucoup plus grosse que la boule de sodium ionisé Na+. Bon. En fait, ça ne se fait pas de manière aléatoire, ça va s'organiser exactement comme un petit cube d'un péricube. En fait, à chaque fois que vous avez un ion de chlore, ça paraît évident il va être repoussé par d'autres ions chlore. Pourquoi? Parce qu'il est chargé négativement. Donc il ne saurait pas être attiré. Il ne peut être que repoussé par d'autres ions chlore. Et si vous regardez bien, vous prenez n'importe quel ion chlore dans la structure que vous avez au centre de l'image, vous verrez bien que dans le voisinage proche de chaque ion Cl-, ce que vous avez, c'est forcément des ions sodium positifs. D'accord? Et de la même manière, les ions chargés positivement s'entourent d'ions chargés négativement. D'accord? Donc c'est le jeu des attractions électrostatiques. Eh bien, comme d'une certaine manière, il y a une logique derrière entre ces charges opposées et ces charges identiques, eh bien, il va y avoir au final une structure tout à fait ordonnée, une organisation de ces ions qui va constituer ce qu'on appelle une maille. Et une maille, ça correspondrait, si vous voulez, à cet apéricube. Mais sur cet apéricube, les ions sodium et chlore sont organisés en respectant ces lois d'attraction ou de répulsion électrostatique. Alors, si pour vous représenter un petit peu justement cet assemblage et au final expliquer ce qu'est un cristal ou un composé ionique, je représente ici dans cette image-ci, je vous montre en fait que la structure en haut à gauche avec les boules vertes et les boules rouges pourrait être représentée donc par ces fameux apéricubes, c'est ce qu'on appelle donc la maille. N'oubliez pas que cette maille, à chaque fois, il y a donc forcément des ions chlore, des ions sodium qui sont positionnés à des endroits bien précis. Eh bien, si on regarde maintenant en bas à gauche de l'image, en fait, ces mailles vont s'organiser, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre, ils vont s'accoler, ils vont se superposer et vont s'organiser en fait d'une certaine manière. Et ils vont s'organiser par un assemblage plus ou moins important en fait de mailles. Et c'est cet assemblage de mailles qui va constituer quelque chose qui peut être visible à l'œil nu parce que se trouvant en très grande quantité et constituer notamment ce qu'on appelle un cristal. Alors ce que vous avez là, la photo que vous avez sous les yeux, c'est un cristal de sel, évidemment, qui a été pris de très près. Et vous voyez, il y a une particularité, c'est que ces cristaux ont des surfaces, on dit planes, c'est-à-dire bien plates. Ça fait partie de la définition d'un cristal. Un cristal a toujours des surfaces qui sont bien plates. Et c'est logique, d'une certaine manière, que ça soit plat, puisque ce cristal est constitué de mailles cubiques. Donc, à moins d'avoir une érosion ou un cassage ou un phénomène qui comment, abîmerait, si vous voulez, d'une certaine manière le cristal, rien ne pourrait justifier finalement que les surfaces soient autres que lisses, que plates, puisque c'est constitué de mailles qui ont cette structure-là. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les atomes métalliques, je vous rappelle, ceux de la famille 1, 2 et 3, on les a présentés comme ça, vont s'unir avec des ions qui sont non métalliques, c'est-à-dire la famille 6, 7, 5 et 6, et ils s'associent, ils s'unissent pour bien sûr se stabiliser, puisqu'ils deviennent chacun des cations et des anions. C'était la justification pourquoi le sodium devient Na+, et le Cl devient Cl-. Mais plus encore, ils s'unissent pour acquérir un état énergétique encore plus stable. Comment? En s'attirant mutuellement, en effectuant un travail et en essayant de s'entourer d'un maximum, d'une certaine manière, d'ions, ce qui justifierait en fait une diminution encore de la quantité d'énergie de ces atomes ionisés et donc une augmentation de la stabilité. Et donc, l'union des ions réside donc dans la recherche d'un état stable, et tant sur le plan électronique,
ça c'est la structure Na+, Cl-, d'accord, que sur le plan énergétique par, donc, comme je viens de l'expliquer, un ensemble d'attractions électrostatiques par ion. Alors voilà, donc ça, maintenant que j'ai défini ce qu'était donc une liaison, donc une attraction, dans le cas ici des liaisons ioniques, une attraction électrostatique, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de faire ces deux exercices à la maison. Donc je vous demande, de citer parmi les atomes suivants. On a le calcium, le carbone et le potassium, et de trouver parmi ces trois atomes ceux qui forment avec des atomes de chlore un composé ionique. D'accord? Donc vous devez essayer de voir un petit peu dans quelle famille se trouve le calcium, le carbone, le potassium, et voir de quelle manière il pourrait créer un composé ionique, c'est-à-dire une attraction électrostatique avec ces fameux atomes de chlore. D'accord? Donc évidemment, vous pouvez repasser notamment par la structure de Lewis, mais ça, c'est davantage la deuxième question où je vous demande d'utiliser donc cette représentation de Lewis euh, et d'écrire l'équation de formation de l'iodure de potassium, le Ki. D'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure dans la vidéo avec le KBr, je l'ai fait avec le MgCl2. Et donc maintenant, je vous demande de refaire exactement la même chose, mais avec le Ki, le Na2S, le AlBr3 et le CaO. D'accord? Donc je vous laisse un petit temps maintenant, vous avez encore un petit temps, vous avez encore une vingtaine de minutes pour commencer déjà ces exercices. Et puis ensuite, ben, une fois que ce sera fait, on prendra le temps pour faire cette correction en classe et s'assurer en fait que tout soit bien compris et éventuellement de répondre à des questions sur le sujet. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Bonne journée!